on va passer à notre deuxième table ronde qui est consacrée cette fois au métier de la construction aéronautique et de la maintenance. On va accueillir ensemble Christine Ricouard, directrice des achats opérationnels chez Dassault Aviation. Bienvenue. Elle joue à domicile. On encourage Marianne Cochenek, directeur des flottes Airbus et Boeing chez Air France Industrie. Bienvenue à vous. Et enfin, j'appelle sur scène Delphine Bazot, Head of Transformation, Logistics and Supply Chain chez Airbus. Merci, mesdames. Merci. Alors, avant de démarrer donc cette deuxième table ronde, je me permets de rappeler à nos amis du public qui nous suivent en live sur Internet que vous pouvez nous envoyer vos questions via l'espace questions-réponses qui est prévu à cet effet, qui est à ne pas confondre avec le chat. Vous pouvez nous écrire dès maintenant. L'espace est ouvert. Pour aller à la découverte de ces métiers de la construction aéronautique et de la maintenance, je vais commencer avec vous, Marianne Cochenek. Vous êtes ingénieure en génie mécanique et vous travaillez au sein de la direction industrielle d'Air France en tant que directeur des flottes Airbus et Boeing. Pouvez-vous nous décrire votre quotidien, votre mission, vos responsabilités ? Alors, être directeur des flottes Airbus et Boeing à la maintenance, c'est en fait vouloir optimiser la maintenance de l'avion de sorte à ce qu'il vole et non pas effectivement qu'il arrive au hangar ou en panne. Donc pour ça, on s'interface avec les constructeurs Airbus et Boeing pour Air France et on regarde avec eux comment techniquement on peut améliorer l'avion pour qu'il vole toujours plus et plus efficacement et en sécurité. Et du coup, une journée type pour vous, c'est comment ça se passe ? Une journée type, c'est d'entendre les pannes qui vont nous arriver chaque jour, en escale ou si on a un peu plus de chance à Paris, et voir un petit peu si ce sont des choses connues, et si ce sont des choses connues, si ce sont des choses qu'on découvre, remonter les informations au constructeur, analyser les pannes et essayer toujours de résoudre chaque problème qui se pose. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière vous avez construit votre carrière professionnelle ? Et bien sûr, pouvez-vous nous dire si d'une manière ou d'une autre, cela vous a semblé plus épineux parfois en tant que femme de réussir à évoluer, à grimper l'échelle de la réussite ? Alors, comment j'ai construit ma carrière ? Je voulais être cosmonaute. Et quand j'étais en troisième, je crois, et j'ai été à un forum d'orientation et on m'a dit qu'effectivement, un cosmonaute, comme ça a été dit, ou un spationaute, ça doit pas être asthmatique, et j'étais asthmatique. Donc je me suis dit, je ne serai pas astronaute. Et à partir de là, le monde de l'aviation était celui qui me tentait le plus, puisque le plus sympathique d'emmener des gens aux quatre coins du monde. Et j'ai vu une annonce pour Air France qui recrutait des ingénieurs, et je me suis dit, tiens, des ingénieurs, je pensais qu'il n'y avait que des pilotes et des hôtesses à Air France, mais évidemment, il faut aussi des gens pour réparer les avions. Et donc j'ai vu cette annonce, après une école d'ingénieur en génie mécanique, et j'ai eu la chance de rentrer dans ce monde qui est super riche. Après, la carrière... je suis rentrée au moteur, j'ai été 8 ans à la réparation des moteurs d'Air France. Évidemment, quand on est au moteur, on veut voir l'avion. Donc je suis arrivée à l'entretien avion et j'y travaille depuis 15 ans. Et à l'entretien avion, j'ai fait beaucoup de production, de management d'équipe de production, des mécaniciens. Et ensuite, 5 ans de carrière un peu plus posée, puisque après avoir eu des enfants, je me suis dit, je vais quitter le circuit. Et après 5 ans d'engineering, j'ai pris en septembre un poste de direction, directeur des flottes. Vous dites qu'être une femme, c'est une chance. Oui, c'est une chance parce que, comme ce qui a été dit auparavant par nos femmes pilotes, en fait, je pense qu'il y a un atout qu'on ne se connaît pas, c'est que, et ça a été dit aussi, on doute beaucoup. Et comme on doute beaucoup, on va déployer beaucoup d'énergie pour sécuriser plein de choses, pour gérer un projet. Et en fait, ce doute devient une force et crée de la valeur puisqu'on écoute les professionnels, on écoute les gens et on essaye de faire en sorte que ça arrive. Et du coup, c'est globalement une chance puisque les hommes qui ont toujours travaillé autour de moi, en tout cas, nous écoutent, nous expliquent, nous détaillent pourquoi on fait ça, pourquoi il vaut mieux faire ce choix-là. On travaille vraiment ensemble et c'est clairement une chance, ouais. Vous diriez que le fait justement d'être une des rares femmes dans ce milieu-là
peut-être les amène à avoir une attention plus particulière et finalement à vous aider à grandir, parce que c'est une expression que vous avez utilisée en préparation, que quelque part, il vous avait aidé à grandir. Oui, moi, quasiment à chaque étape de ma carrière, oui, les hommes, puisque c'est vraiment un monde très masculin, m'ont tous aidé à grandir. Je suis très reconnaissante à tous ceux qui m'ont entourée, qu'ils soient mes managers, qu'ils soient des pairs, que ce soit des gens avec qui j'ai travaillé et dont j'ai été le chef. J'ai appris avec chacun d'eux et chacun d'eux a formé ce que je suis aujourd'hui. Oui, ça c'est vraiment une chance. En tout cas, le choix professionnel que vous avez fait n'est pas commun chez les femmes, en tout cas pas encore, hein. Est-ce qu'il vous est arrivé tout de même de le regretter, de trouver que c'est trop dur ou pas adapté, avoir des moments comme ça de doute, mais pour le coup sur le terrain, ou au contraire, vraiment de A à Z, vous pensez que c'est extrêmement enrichissant? Et dans ce cas-là, donnez-nous des exemples. Alors non, c'est clairement enrichissant. J'ai jamais eu ce doute de m'être trompée. Et pourtant, quand je suis rentrée en école d'ingénieur, je me suis dit, mais un ingénieur, je sais pas trop ce que c'est en fait. Je sais pas trop ce que ça fait. Et puis, de fait, ça fait plein de choses. Donc, c'est difficile de dire ce que c'est qu'un ingénieur. Mais je n'ai jamais regretté. Et le plus bel exemple que j'ai eu dans ma carrière, c'est qu'on a été amené à... Alors, c'est pas un bel exemple pour Air France. On a été amené à avoir un avion qui avait un problème de train d'atterrissage à l'autre bout du monde, au Venezuela. Et puis mon chef est venu me voir au bout de 8 jours que l'avion était là-bas et m'a dit, ben voilà, il faudrait que tu ailles conduire ce dépannage parce qu'il faut qu'on ramène l'avion. Et donc je lui ai dit, mais on est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait faire ça, demande à mes collègues. Et il m'a dit, non, il n'y a pas quelqu'un qui sait faire ça et tu parles espagnol. Je me suis dit, bon, ok. Et j'ai évidemment beaucoup douté. Je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver ? Quand on m'a proposé d'y aller, j'ai émis ce doute. J'ai dit, et si j'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, effectivement, pareil, le directeur qui m'a proposé cette mission m'a dit, j'ai aucun doute que vous allez y arriver, mais si vous n'y arriviez pas, si tant est que vous ayez raison, vous inquiétez pas, on vous ramènera. Je lui ai dit, ok, on y va. Et on y est allé avec une équipe de 25 mécaniciens et une mécanicienne, que je salue au passage parce qu'elle aussi, c'était une expérience extrêmement riche. Et 7 semaines plus tard, on avait remplacé les trains d'atterrissage sur le tarmac de Caracas sans hangar. Et bien sûr, on l'avait fait tout comme un homme l'aurait fait, d'ailleurs, sans distinction. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, oui, il avait évidemment raison, un homme et une femme l'auraient fait. Moi, je pense qu'on peut applaudir Marianne Cochenek. Merci beaucoup. On va poursuivre avec vous, Christine Ricouart. Vous êtes ingénieure diplômée de SUPAéro, l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, et vous êtes également diplômée de la Sorbonne, où vous avez obtenu un Master 2 de droit public. Aujourd'hui, vous travaillez donc chez Dassault Aviation en tant que directrice des achats opérationnels. Intégrer SUPAéro, c'est pas anodin. Est-ce que cela correspond à un rêve que vous aviez depuis toujours ou rien à voir ? Ça s'est présenté comme ça au fil des orientations ? Alors moi, en fait, j'ai grandi dans l'aéroport d'Orly parce que mon père travaillait pour une compagnie aérienne qui n'était pas Air France, malheureusement. Mais donc, j'ai passé des mercredis après-midi à voir décoller des avions. Donc moi, les avions, ça m'a toujours fait rêver. Et je pense qu'un de mes premiers souvenirs, c'était le Concorde qui décollait. Cet avion m'a fait fantasmer toute ma vie. Donc j'ai été très triste quand il a été sorti de l'opération parce que j'aurais adoré pouvoir monter dedans. Et puis comme Marianne, je voulais être pilote, mais j'avais des mauvais yeux. Donc je me suis dit, je vais faire des avions quand même. Et pour faire des avions, SUPAéro, c'est quand même bien. Donc je suis rentrée à SUPAéro. Voilà, c'est le bon chemin. Et donc j'ai eu la chance d'intégrer SUPAéro. Et puis à l'école, je voulais rentrer chez Dassault. Et je suis rentrée chez Dassault. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Alors beaucoup de chance, c'est sans doute aussi de la détermination. À un moment, vous avez fixé vos objectifs, vous vous êtes dit je veux faire SUPAéro, vous avez fait SUPAéro, vous vouliez Dassault Aviation, vous êtes rentré chez Dassault Aviation. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut le lire ? Si, en fait, c'est ce que nos intervenantes précédentes ont dit. Il faut imaginer, il faut oser, et puis après il faut se donner les moyens d'y arriver. Et puis de temps en temps, ça marche. Donc il faut vraiment y arriver, il faut vraiment s'accrocher, quoi.
Alors, pour le moment, vous avez fait toute votre carrière chez Dassault. Vous êtes entré dans le groupe tout de suite après avoir terminé vos études et peu à peu, vous avez grimpé les échelons. Mais vous n'avez pas suivi un parcours linéaire puisque vous avez changé plusieurs fois de direction générale. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez abordé chacune de ces phases de votre parcours et ce qui a motivé vos différents choix ? Alors en fait, je crois que ce qui a motivé à chaque fois, j'ai pas eu de plan de carrière, c'est juste que j'avais envie d'apprendre et de m'amuser. Je ne me vois pas me lever le matin et y aller à reculons. Donc je suis rentrée à Super-Héros en me disant, moi je voulais faire du calcul de structure, donc je voulais faire de la structure. Donc je suis rentrée au bureau d'études et j'ai participé au développement du Falcon 7X, dont on lançait le développement à cette époque-là, et je me suis éclatée pendant cette période de ma vie où il a fallu travailler avec des gens du bureau d'études, des gens de la fabrication, des gens de la maintenance. Ça a été une grande aventure et où je me suis beaucoup investie. Puis en fait, je suis partie pour mon 2e congé maternité, et en venant, je me suis dit mais jamais je revivrai une aventure pareille, donc je vais continuer à apprendre autre chose. C'était presque 8 ans, cette c'était première presque partie. 8 ans en fait, cette première partie, parce que c'est un métier de spécialiste, donc ça s'apprend pas comme ça. Et donc je connaissais un peu la mécanique. Au bout de 8 ans, je me suis dit je vais faire du système embarqué. Et puis en faisant le tour de la société, on a la chance d'avoir différents métiers au sein de Dassault, depuis la conception jusqu'à la maintenance. En fait, c'est le directeur commercial de l'époque, qui était un super-héros, qui m'a dit mais si tu veux, je te propose un poste de négociation des marchés publics sur le développement du Rafale. On négocie avec la direction générale de l'armement et viens, tu pourras apprendre des choses. Donc c'est un vrai virage. Là, un vrai virage. Je connaissais plus. Moi, j'étais dans le Falcon en structure. Je me suis retrouvée dans la partie commerciale, système embarqué, Rafale. Je ne connaissais rien du tout. Et c'est vrai que le premier jour où il m'a mis le code des marchés publics sur mon bureau, je me suis dit, c'était vraiment le bon choix. En fait, surtout qu'il vous l'a laissé comme ça, et puis oui, il fallait vous débrouiller. Il faut une formation initiale. Il me dit non, tu verras, tu apprendras. On va te plonger dans le bain Piranha, et puis on verra dans un an si tu es encore vivante. En fait, j'étais encore vivante un an après, et je commençais à apprendre. Les premières négociations étaient quand même difficiles, parce que la direction générale d'armement, c'est quand même des ingénieurs de l'armement, ils savent de quoi ils parlent. Donc bon, on apprend une fois à préparer sa négo, puis la fois d'après, on négocie, enfin on prépare encore mieux. Voilà, j'y suis restée 5-6 ans, enfin je suis restée 5-6 ans là-dedans, et je commençais à m'ennuyer. Donc c'est là où mon directeur m'a envoyé faire mes études à la Sorbonne en droit public. Il m'a dit ça t'occupera. Effectivement, ça m'a occupée pendant un an là-dessus. Donc c'est drôle parce que j'ai fait mes classes préparatoires à Saint-Louis, et en face de moi j'avais la Sorbonne. Et le premier jour où je suis rentrée à la Sorbonne, je me suis dit j'aurais jamais imaginé ça il y a 10 ans. Et j'ai trouvé ça super. Voilà. Donc avoir plusieurs vies dans une vie. Avoir plusieurs vies dans une vie, et même en restant dans la même entreprise. Ouais. Et puis en fait, ça m'a occupé un an. Après, j'ai fait de la négociation sur le SCAF, le système de combat aérien futur. On était alors avec les Britanniques. Et puis, c'est pareil, je tournais un petit peu en rond. Donc, j'ai dit, écoute, là, je crois que je vais aller faire autre chose. Donc, j'ai refait le tour de la société. Et puis là, c'était l'époque où on parlait de l'appel d'offres pour les 126 avions de l'armée de l'air indienne, les Rafales, avec toute une démarche de transfert de production. Donc, toutes les chaînes françaises devaient avoir leur double en Inde. Et là, je me suis dit, pour Dassault, ça va être un tournant. Soit on l'aura et ça va transformer notre business, soit on ne l'aura pas et ça va transformer notre business. Donc je veux en être. Donc là, il a fallu que je convainque le directeur des opérations industrielles, ce qui n'a pas été une mince affaire, puisque moi, je n'avais jamais fait de production, j'étais une femme, il se demandait bien ce que je venais faire dans cette aventure. Donc on a négocié un certain temps, puis il a fini par me prendre au bout de 6 mois, et je me suis occupée de ça donc, pendant 3-4 ans. Et puis quand l'appel d'offres est tombé, en fait, j'ai fait de la mise sous format lean, donc c'est un moyen de production des différentes chaînes Rafale. Et puis au bout de 4 ans, en fait, aux opérations industrielles, le directeur des achats est venu me chercher
Donc là, j'ai dit, je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Puis finalement j'y suis allée. Et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup parce que la crise Covid a quand même mis à mal toute la filière. Et aujourd'hui, on a tout un réseau d'industriels en France et ailleurs qui souffrent. Et nous avons le devoir d'accompagner finalement tout ce savoir-faire qui repose sur notre industrie pour pouvoir passer la crise. Et donc c'est dans ces métiers-là et je trouve ça passionnant. En ce qui concerne votre statut de femme, vous dites qu'on n'a pas d'autre choix que de l'assumer parce que de toute façon ça se voit. Mais vous dites aussi que c'est à la fois une force et une faiblesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors c'est une force parce que je dirais comme Marianne, moi j'ai eu la chance de rencontrer des pairs et je crois que ça fait partie de la filière aéronautique dans son ensemble. On est dans un métier de passion et de transmission. Et donc, quand vous ne connaissez rien à quelque chose et que vous arrivez, que ce soit, alors souvent c'est des hommes, en disant « Écoute, j'y connais rien, mais ça m'intéresse, est-ce que tu pourrais m'apprendre ?» Et que vous venez avec la main ouverte et l'esprit avec beaucoup de curiosité, tout de suite, ça permet d'ouvrir les portes. Souvent aussi, on n'est pas vécu comme étant une menace territoriale. Il y a quand même de la concurrence masculine, il y a une certaine virilité dans ces milieux-là. Et donc, quand vous arrivez avec un statut un peu différent, ça permet d'ouvrir les portes. On vous perçoit moins comme une menace. On vous perçoit moins comme une menace. Après, ça peut être une faiblesse, parce que surtout quand on est jeune, on n'a pas forcément les codes, et d'ailleurs on nous les fait comprendre. On est peut-être sensible à des choses qui apparaissent totalement naturelles à nos congénères masculins. Et donc, ça passe parfois par des moments difficiles ou d'apprentissage, je vais dire comme ça. Et puis au fur et à mesure, on apprend, on retourne, on prend de la distance par rapport aux clichés. Je ne sais plus qui disait ça, c'était Pascal, je crois tout à l'heure. Ma grande. Ah oui, Pascal Dulard, affectueux, tout à fait. C'est affectueux. Oui. Mais c'est du sexisme ordinaire. Mais voilà, mais nous on s'en rend peut-être pas compte. Je pense que les jeunes générations sont plus sensibles à ça. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce partage. On peut applaudir Christine Ricouard. Je me tourne maintenant vers la troisième intervenante de cette table ronde consacrée au métier de la construction aéronautique et de la maintenance. J'ai nommé Delphine Bazot. Après un bac scientifique et des classes prépa, vous avez suivi une formation d'ingénieur, d'une part à l'École d'ingénieurs Centrale Paris et d'autre part à l'Université Polytechnique de Barcelone. Vous travaillez actuellement chez Airbus en tant que Head of Transformation Logistics and Supply Chain. Mais contrairement à Marianne et à Christine, vous n'avez pas fait toute votre carrière dans le secteur de l'aéronautique. Vous avez commencé votre parcours professionnel dans un autre grand groupe international, le groupe L'Oréal. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a amené à changer complètement de secteur pour finalement aller à la découverte de cet univers de l'aéronautique et de l'aérien en embarquant chez Airbus ? Bonjour, alors effectivement, merci. Oui, j'ai commencé chez L'Oréal, alors pas dans la partie marketing, dans la partie industrie également, et même dans une entité qui fabrique des matières premières brevetées, donc j'étais sur une plateforme d'usine chimique, alors avec un uniforme qui était beaucoup moins sympa que celui qu'on a vu tout à l'heure avec nos collègues pilotes. Donc l'uniforme des compagnons, les chaussures de sécurité, les lunettes et le casque, et à être formé à être capable de réagir en cas d'incident majeur. Donc c'était effectivement un départ chez L'Oréal pendant 7 ans en France. Quand vous dites incident majeur, on parle d'explosion, de risque de pollution, ce genre de choses. Donc c'est pas très sexy. Voilà. Oui. Donc il fallait être bien formé pour être capable de réagir en cas de problème. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans dans cette entité. Et puis ensuite, mon mari a eu une opportunité. Il a été recruté au Canada, à Montréal, et je l'ai suivi. Et puis j'ai eu la chance d'être réembauchée localement par L'Oréal au Canada, où là j'ai à nouveau travaillé en usine, donc à différents postes de production, logistique, pendant 7 ans. Et puis culturellement c'était intéressant, puisque au Canada, en particulier au Québec, alors le partage des tâches entre hommes et femmes est quand même très équilibré. Et il y a beaucoup plus de femmes qui sont chefs d'entreprise, qui affichent clairement leur ambition, c'est vraiment complètement assumé. Donc c'était intéressant de voir cette différence culturelle avec ce qu'on peut voir parfois en France. Et puis, donc, il y a le retour en France.
Et puis écoutez, à un moment, donc mes 2 filles sont nées au Canada, le besoin de se rapprocher de la famille, et j'ai eu une opportunité de rejoindre les équipes d'Airbus à Saint-Nazaire, en 2013, où j'ai commencé à travailler en logistique. Et assez rapidement, j'ai eu l'opportunité de passer côté production sur l'A350 qui faisait sa transition entre les avions de développement et les avions de production série. Donc une aventure extraordinaire pendant 3 ans de montée en cadence. Et puis ensuite, j'ai fait le choix d'aller découvrir une autre division d'Airbus, la division hélicoptère à Marignane, pour monter un centre industriel en fait, côté hélico. Et puis après 20 ans d'opérationnel avec les chaussures de sécurité en permanence, finalement, on m'a proposé une opportunité un peu inattendue, c'était de retourner côté avions commerciaux et puis de prendre un rôle de chef de projet de transformation de la supply chain, donc des processus et des outils de la supply chain. Et je me suis dit, finalement, après 20 ans d'opérationnel, pourquoi ne pas tenter autre chose, essayer de développer d'autres compétences de leadership, d'autres types de décisions à prendre, plus stratégiques, plus long terme, et j'en suis ravie. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on comprend en vous écoutant les unes les autres à quel point on peut faire évoluer vraiment sa carrière, mais aussi ses missions, aller explorer différents types de compétences, tout le champ des possibles reste ouvert. Dès le début de votre carrière, Delphine Bazot, vous avez dû faire preuve d'autorité, ne pas avoir froid aux yeux, puisque à peine 24 ans, vous dirigiez déjà une unité de production sur une plateforme pétrochimique avec uniquement des hommes dans votre équipe. Et donc, vous revendiquez d'avoir su développer votre propre style de leadership. Vous nous expliquez en quoi ça consiste ? Oui, alors finalement, c'était une chance puisque je passais après un manager masculin qui était assez sanguin, on va dire. Donc, de toute façon, par caractère, je ne pouvais pas copier ce modèle. Donc, il a fallu que je développe mon propre modèle selon mes valeurs, selon ma sensibilité. Et je repense au témoignage de Pauline tout à l'heure. Après 3 ans, j'ai certains compagnons qui m'ont dit « on pensait pas que c'était possible, mais finalement, c'est bien d'être managé par une femme, c'est différent. » Et oui, c'est ça. Vous dites aussi que vous arrivez à identifier des alliés de confiance. C'est un peu votre stratégie, non ? Alors en fait, il est effectivement important. Alors on peut être accompagné par des mentors, par des sponsors. Il est aussi important d'arriver à développer, en tout cas, se trouver des alliés dans les équipes qui nous permettent de nous aider à nous développer, être sûr qu'on a du soutien pour pouvoir continuer à avancer. N'empêche que vous faites remarquer, et je trouve que c'est intéressant puisque vous avez un parcours assez riche, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, que ce soit chez L'Oréal ou chez Airbus. Donc il faut croire qu'on en perd en route. Effectivement, on doit en perdre en route. Alors je pense que, est-ce que c'est lié au fait que peut-être les femmes affichent moins clairement leur ambition ? Est-ce que c'est lié au fait que peut-être l'exercice du pouvoir tel qu'il est exercé par les hommes est peut-être moins attirant pour les femmes qui sont peut-être plus dans la recherche de la réussite collective ? Là, chacun a peut-être un élément de réponse différent. Vous êtes maman de 3 enfants. Qu'en est-il de la difficile question de l'équilibre vie privée, vie perso ? Alors, quand j'ai été recrutée par Airbus, j'ai eu un petit moment de stress. Puisque je venais du Canada, je changeais de pays, je changeais d'entreprise, je ramenais mes 2 filles et mon mari qui m'a suivie cette fois-ci. Et puis je me suis retrouvée quelques semaines avant de prendre mon poste. Il se trouve que j'étais enceinte de mon 3e, c'était pas prévu. Et là, il a fallu que j'appelle mon futur patron en lui disant écoutez, j'arrive, mais juste il y a quelque chose qui n'était pas planifié et voilà comment on fait. Alors je pense qu'à l'époque, il y a des gens qui ont pas forcément cru en ma bonne foi. Par contre, mon patron a été génial et il m'a accueilli les bras ouverts. Et d'ailleurs, c'est même lui qui ensuite m'a mis le pied à l'étrier en me permettant de passer en production et d'apprendre à construire des avions, ce qui était, je dirais, un point indispensable pour continuer à progresser dans l'entreprise. Il y a toujours cette question quand même du temps partiel, qui souvent, vraiment, c'est toujours les femmes qui se retrouvent en temps partiel pour élever les enfants. Quel point de vue vous avez là-dessus ?
Alors écoutez, je pense que quand on est une femme et qu'on veut avoir une famille, on a tendance à se dire qu'il faut qu'on calcule tout, qu'on planifie parce qu'on veut déranger personne, c'est peut-être pas le bon moment, etc., etc. Bon, je pense qu'il faut qu'on arrête de se poser trop de questions. Puis vous voyez, quand on essaye de tout planifier, ça marche pas à tous les coups. Et puis, je pense que plus on aidera les femmes et les hommes à mieux assumer leurs différents rôles, finalement, dans la vie, hein, il y a la vie pro, la vie perso, la vie sociale, etc. Je pense que ça aidera tout le monde. Et personnellement, moi, quand il y a un jeune homme dans mon équipe qui vient me demander un temps partiel pendant 1 an, j'en fais une affaire personnelle de m'assurer que ça n'aura pas d'impact sur son évolution et qu'il pourra continuer à progresser de la même façon. Pour terminer... Bon, ensuite, j'ai un mari extraordinaire, ça aide, et qui a un métier qui permet d'être assez mobile. Donc c'est toujours un équilibre subtil qu'il faut arriver à maintenir pour concilier tout ça. Et c'est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Non, mais avoir le mari extraordinaire, c'est sûr que là, c'est le joker, là, c'est certain. Pour terminer, ce sera ma dernière question, Delphine Bazot. Je sais que dorénavant, vous essayez d'aider les femmes grâce à du mentoring ou du coaching. Donc clairement, susciter des vocations chez les jeunes filles, cela vous tient à cœur. Or, cette motivation, c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Elles sont nombreuses, celles qui nous regardent en ce moment même, ou qui nous découvriront plus tard en replay. Avez-vous un dernier message à leur adresser, un message qui leur permettrait d'arrêter d'hésiter et qui les aiderait à se lancer ? Alors oui, bien sûr, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est oser afficher votre ambition. Dites ce que vous voulez faire, parce que les femmes, on a tendance à dire peut-être que si... mais en fait, dites ce que vous avez envie de faire et ce sera plus facile pour progresser. Et puis, essayez de faire évoluer la petite musique que vous avez dans la tête. J'ai eu la chance d'avoir, il y a peu de temps, 2 élèves de 3e en stage découverte. Au début du stage, elles disaient « Si un jour je devenais ingénieur d'essai ou pilote », et puis à la fin de la semaine, elle disait quand je serai ingénieur d'essai ou pilote. Et je pense que si on arrive à avoir ce discours-là pour soi-même, on a déjà fait un grand pas en avant. Énorme. On peut applaudir Delphine Bazot. On va terminer ce tour de table avant de se pencher sur les questions du public. Et donc, véritablement, on va terminer sur ces messages d'espérance, ces messages d'encouragement. Christine Rucoir, peut-être ? Donc, et puis après, Marianne Cochenek. Mesdames, mesdemoiselles, même si on ne dit plus mesdemoiselles, venez nous rejoindre dans cette industrie, c'est génial, on s'amuse. Et même après 25 ans, on s'amuse encore. Donc, c'est pas mal. Marianne. Moi, je féminiserais, je crois qu'aujourd'hui, on a le droit, la citation de Mark Twain qui disait elles ne savaient pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait. Et je crois que c'est vraiment ça, en fait, c'est pas impossible. Donc, il n'y a plus qu'à le faire. Ah, c'est bien. On peut applaudir nos intervenantes. Extra. Alors, on va regarder tout de suite s'il y a des questions, et il y en a. Et puis, si vous avez des questions ici dans le public, surtout n'hésitez pas à lever la main et on vous amènera un micro. Alors... Pour répondre aux enjeux environnementaux, la maintenance et la construction aéronautique vont-elles faire émerger de nouveaux besoins de recrutement ? C'est très intéressant. Surtout que le dernier rapport du GIEC vient de sortir, il est catastrophique, donc il faut qu'on se bouge. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une démarche de recherche au niveau de l'aviation pour émettre moins de carbone. Et de toute façon, les métiers d'ici 10 ans ou 15 ans, on ne les a pas inventés. Et c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est qu'on invente au fur et à mesure les métiers dont on a besoin, avec des hybridations entre des matières et des domaines qui ne sont pas connus. Donc oui, nécessairement des anciens et du nouveau pour faire quelque chose de neuf. C'est tout ce qui a trait à l'avion du futur, etc. L'avion du futur, le biocarburant, oui. Les nouveaux matériaux, les nouvelles formes pour que ça consomme moins, et aussi tout ce qui concerne la maintenance. Aujourd'hui, penser l'avion pour qu'il soit maintenu avec le moins d'impact écologique, ça se pense dès la conception. Marianne Cochenek.
Ah oui, exactement. Je pense qu'il y a une évolution aussi. Air France est totalement sur cet enjeu-là, à vouloir des avions plus verts, voilà, une durabilité. Et il y a plein de projets tels que des nouveaux carburants, des nouvelles huiles moteurs, des produits qui pèsent moins lourd et avec un apport de poids dans l'avion qui est plus faible. Et donc, développer de l'emploi, oui, c'est évident qu'il y a un besoin d'innovation qui va nécessairement engendrer du recrutement. Il y a une question qui revient et donc j'y réponds tout de suite puisqu'on nous demande si cet événement sera disponible en replay. Oui, ce sera disponible en replay et vous pourrez évidemment partager ces vidéos, ces témoignages autour de vous pour créer des vocations. Alors, quelles sont les aptitudes que doivent avoir une femme pour être une bonne mécanicienne d'avion ? Oui, c'était bon. C'est bon. Alors là, c'est simple, elle doit juste avoir envie. Elle doit avoir envie de faire ce métier et c'est super sympa de réparer des avions et des moteurs. Et il y a quelqu'un qui vous répondra très bien, c'est la directrice de l'AFMAE, qui est présente dans la salle, qui est mécanicienne d'origine, qui a appris ce métier à l'école. Et donc, elle vous dirait comme moi qu'il suffit d'avoir envie et d'aller à Villegénis et à plein d'endroits pour apprendre le métier. Et comme ça a été dit par les femmes pilotes également, on peut tout apprendre. Mais quand même, moi, je prends mon cas personnel, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Donc, très sincèrement, je ne me vois pas du tout, même si je pourrais me dire, tiens, me projeter, mais à un moment, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un certain talent, d'une certaine manière de voir les choses, de conceptualiser ? Non, je crois vraiment pas. La maintenance, ce qui est de particulier dans la maintenance, et ça me rappelle que j'y suis rentrée pour ça, c'est que moi je savais pas inventer, dessiner, concevoir, et je m'étais dit waouh, un ingénieur qui sait pas concevoir. Et en fait, typiquement en maintenance, il faut surtout pas inventer. Il faut réparer l'avion comme le constructeur vous dit de le réparer. Si Airbus nous dit qu'il faut changer telle pièce, il faut changer telle pièce, pas une autre. Donc ça prend. Et puis, si tant est que, en tant que mécanicienne, vous dites 2 ans plus tard que ce métier, il vous plaît pas, vous pouvez devenir agent technique, vous pouvez participer à l'achat des pièces nécessaires pour réparer. Et ce sont des métiers qui, comme dans toute entreprise, vous font identifier une pièce, la commander à son constructeur et après, tout s'enchaîne, on vous propose énormément de choses pour évoluer. Donc non, il n'y a pas besoin il y a juste besoin de vouloir venir. Merci Marianne. Pensez-vous, peut-être que c'est pour vous cette question, Delphine Bazot, pensez-vous que le mentorat féminin pourrait être une solution pour favoriser des carrières féminines dans l'industrie ou chez les pilotes ? Quelle est votre expérience, vous qui faites pas mal de mentorat, de coaching de jeunes femmes ? Oui, alors certainement, et puis ça permet effectivement d'identifier peut-être parfois ce qui peut nous empêcher d'aller chercher plus loin. Ensuite, comme on l'a évoqué dans la table ronde précédente, il faut aussi qu'on arrive à attirer plus de jeunes filles pour avoir dans ces métiers-là, pour avoir un vivier plus important. Et là, ça se joue très tôt. Pour être intervenu dans des classes de 3e, on se rend compte que les jeunes filles se tournent beaucoup plus facilement vers les métiers, je dirais, d'aide à la personne, du médical, etc. Et il faut qu'on arrive aussi à donner une image de l'industrie qui leur donne envie de rejoindre nos activités. Et ça se passe très tôt finalement. Oui, c'est vrai que les métiers du care, et en fait, il faudrait aussi que les hommes s'intéressent beaucoup plus aux métiers du care aussi. Enfin, voilà, il faudrait qu'il y ait des vases communicants d'une certaine façon peut-être. Une question qui vous concerne toutes. Alors attendez, où est-ce qu'elle est partie cette question ? C'était sur... bon, je ne la retrouve plus, mais enfin, c'était vraiment vous dire... Ah oui, avez-vous déjà été confronté à une réelle hostilité de la part de collègues masculins ? Ça vous est déjà arrivé ? Christine. Quand on arrive, qu'on a 25 ans dans un bureau d'études où il y a globalement une centaine d'hommes âgés entre 30 et 60 ans,
Le premier abord est un peu difficile, même si en ayant eu un parcours technique, scientifique, finalement on est habitué à être beaucoup avec des hommes. Et ça passe, alors moi en l'occurrence, c'était des blagues un peu sexistes. Et c'est là où il faut avoir un sens de la répartie pour pouvoir retourner finalement des blagues qui sont finalement un rite de passage. Voilà. Bon, c'est des moments un peu difficiles où quand je crois aussi, ça a été évoqué, on se met beaucoup la pression pour être parfaite dans le travail que l'on rend, et de temps en temps on s'auto-met la pression sur des dossiers à rendre, suivant des jalons, et on se rend compte après que on s'en sort et que ça aurait pu mieux se passer de façon plus confortable si on s'était moins mis la pression. Marianne Kochenek. Non, moi j'ai jamais rencontré, je crois pas, cette situation. Je pense que la situation que j'ai rencontrée, qui est peut-être similaire, c'est de se dire que c'est un monde qui nous impressionne. Et je me souviens quand j'ai passé mon entretien chez Air France, la personne qui me faisait passer l'entretien, le directeur de production, il m'a fait faire le tour du hangar des moteurs en partant. Et là, je voyais que des hommes en train de réparer et d'assembler les moteurs. Et c'est impressionnant, et effectivement, on peut se dire que voilà, ça va être difficile. Mais en fait, quand on est dans ce monde-là, et moi j'y suis depuis 24 ans, et je crois pas avoir eu une remarque, peut-être une remarque effectivement qui m'a paru d'ailleurs rigolote plus qu'autre chose, mais non, je crois pas. Delphine Bazone, vous non plus? Je dirais que ça peut arriver, mais effectivement, ça dépend de l'intérêt qu'on porte à la remarque en tant que telle. Et puis, vous savez, je crois que, alors qu'on soit homme ou femme, de toute façon, il faut d'abord être compétent et puis bien faire son métier. Et je pense que finalement, quand on répond avec de la compétence, ces histoires-là, ça s'efface en fait au quotidien. Mais n'empêche qu'au début, quand vous avez vraiment une remarque agressive, parce que c'est ça le sens de la question, c'est vraiment s'il y a quelqu'un en face de vous qui est très agressif et qui du coup vous fait des remarques qui peuvent vraiment vous déstabiliser, c'est pas si simple. Bah écoutez, dans ce cas-là, effectivement, il faut avoir un petit peu de répartie et puis surtout pas se laisser démonter. On voit qu'elles ont la niaque, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et je pense qu'elles peuvent vraiment avoir des très chaleureux applaudissements, hein. Je pense qu'elles le méritent. Merci beaucoup, mesdames.